Bienvenue à ce Café Histoire sur les contre-guérillas françaises pendant la guerre du Mexique. Eric Taladouar, vous êtes archéologue, spécialiste du monde maya, professeur émérite à l'Université Paris en archéologie précolombienne et membre de l'unité de recherche archéologie des Amériques du CNRS. Vous collaborez, on l'a dit tout à l'heure, à de nombreuses revues, dont le Journal de la Société des Américanistes, Trace et Arqueologia Mexicana, j'espère que vous avez publié notamment La vie quotidienne des Mayas et des Aztèques, La Mésoamérique, archéologie et art précolombien, Les Mayas en 2003, et d'Amérique en Europe, quand les Indiens découvraient l'Ancien Monde, vous êtes venu nous en parler ici. Tout à fait. Et ce soir, vous allez nous parler des contre-guérillas françaises pendant la guerre d'intervention au Mexique. Avec quel nom Merci beaucoup. Alors, il y a très longtemps, quand je suis arrivé au Mexique, j'étais tout jeune, je ne connaissais pas très bien. Nous, je n'étais pas seul d'ailleurs. Nous avons été invités dans un gros village à la fête nationale du 5 mai, c'est-à-dire la fête qui commémore, c'est l'une des 3 fêtes nationales mexicaines, qui commémore la défaite française de Puebla. C'est-à-dire comment l'armée mexicaine a écrasé l'armée française à Puebla. Bien entendu, nous étions les invités d'honneur en tant que Français, et nous avons eu droit à une lecture du texte de Victor Hugo félicitant les Mexicains, tout ça était très bon enfant, bien entendu, mais on a pris conscience à ce moment-là de l'importance du 5 mai et de cette intervention française que les Mexicains commémorent régulièrement, tous les ans, et qui, en France, est plutôt oublié d'un trait de plume. On en parlait à l'instant, dans le dictionnaire du Second Empire de Jean Tullard, qui fait 2 gros volumes, l'intervention française prend à peu près 2 pages, et est qualifiée d'expédition française au Mexique, et non pas d'intervention française au Mexique. Alors, c'est une des premières choses qui ont attiré mon attention quand je suis intéressé à ce sujet. J'espère répondre à votre question dans un instant. C'est-à-dire que d'où sort cette expédition française du Mexique, qui est en France très 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 largement oubliée, voire occultée presque délibérément, alors qu'au Mexique, c'est la guerre d'intervention. On a parlé du grand dessein de Napoléon III, avec après pas mal de discussions avec des collègues. C'était en fait au départ un petit dessein, c'est-à-dire que pour avoir le calme domestique, Napoléon III, qui n'était pas très fidèle à Eugénie, lui laissait beaucoup de champs pour d'avoir des relations avec des émigrés espagnols, etc. Et il y avait beaucoup d'émigrés mexicains, conservateurs, à la cour de Napoléon III, dans l'entourage d'Eugénie. Je ne reviendrai pas sur ces émigrés qui faisaient beaucoup d'illusions, mais c'est eux qui ont poussé Napoléon III dans cette intervention française au Mexique, dans cette expédition, au départ, vue du côté français. Et Napoléon III, qui était loin d'être bête, et qui était bien entouré aussi de conseillers, a trouvé que l'idée était bonne, dans la mesure où, d'une part, il était brouillé avec le pape, il était brouillé avec les Autrichiens. En prenant un parti catholique conservateur au Mexique, il se réconciliait avec le pape, et en mettant un prince autrichien qui gênait son frère, d'ailleurs François-Joseph, sur le trône du Mexique, il se réconciliait avec l'Autriche. Comble de chance, Maximilien était marié à Charlotte, donc les Belges étaient dans l'opération. C'est-à-dire que, au départ, Napoléon III a construit petit à petit cette espèce de schéma pour créer au Mexique un empire catholique, dans lequel les Belges, les Autrichiens seraient impliqués. Il y a eu 2 régiments, chacun d'un millier d'hommes, autrichiens et belges au Mexique, qui sont battus aux côtés des Français. Enfin, l'opération se déroule au début de la guerre de sécession aux États-Unis,
Or, les Français et les Anglais appuient le Sud, qui apparemment va être victorieux, au début du moins, et il y a beaucoup de catholiques dans le sud des États-Unis, donc échanges commerciaux, impossibilité pour les Américains d'intervenir au Mexique, l'opération paraissait très bien partie et a été donc qualifiée d'expédition au Mexique, comme si c'était une expédition coloniale. C'était dans l'air du temps, les expéditions coloniales. On oubliait un petit peu dans l'histoire que le Mexique était un pays dans lequel nous avions, entre autres pays, une ambassade, qui était reconnue, que le Mexique était extrêmement francophile et très tourné vers la France et l'Europe, et que donc nous intervenions dans un pays souverain dont le gouvernement était reconnu en France. Pour l'anecdote, quand se termine la guerre de 3 ans, la guerre de réforme au Mexique, et que Juárez apprend la victoire, il est au théâtre à Veracruz, il apprend la nouvelle de la victoire de ses troupes, et lui-même et la salle se lèvent et chantent la Marseillaise. Hein, l'hymne national, ils ne le connaissent pas. Encore, il vient d'être inventé. Donc, nous sommes dans un pays extrêmement francophile et très tourné vers de bonnes relations avec la France. C'est dans ce contexte qu'on décide donc, pour résumer très brièvement, d'envoyer une expédition conjointe avec les Espagnols et les Anglais pour récupérer de l'argent. Les Anglais et les Espagnols se retirent très vite, prudemment, et les Français restent tout seuls, avec quelques milliers d'hommes. Et pour montrer l'état d'impréparation de l'armée française, c'est un amiral qui commande la marche sur Puebla. Il se retrouve à 2400 mètres d'altitude, à la tête de zouaves. Donc nous sommes vraiment dans l'impréparation la plus totale. Les zouaves chargent contre des fortifications tenues par une armée mexicaine supérieure en nombre et qui sort de 3 ans de guerre civile extrêmement dure. C'est-à-dire qu'on n'a pas en face un ennemi impréparé. Hein. Ce n'est pas du tout l'expédition coloniale. Bien entendu, on est rejeté pratiquement jusqu'à la mer. C'est une défaite, et les Français vont tout de suite réagir. On remplace l'amiral par un officier supérieur, le général Forêt. On envoie des renforts. À titre documentaire, sans compter les mouvements de troupes, l'armée française atteindra 34 000 hommes au Mexique, plus les contingents mexicains alliés, les Autrichiens, les Belges. Et qu'on a pratiquement 40 000 hommes, et la plupart des officiers qu'on retrouvera dans les guerres de 70 ensuite sont passés par le Mexique. Donc nous partons à ce moment-là dans une expédition qui est déjà tout à fait différente, qui est une guerre. C'est plus du tout une expédition coloniale. Forêt prépare très bien sa marche sur Mexico. Il avance petit à petit. Les Mexicains sont retranchés. La bataille de Puebla, qui va permettre la première victoire française, c'est quand même 63 jours de siège par l'armée française. Les Mexicains résistent 63 jours. On ne peut pas dire que ce soit une victoire aisée et facile. Le gros problème de Forêt et des Français, c'est qu'ils sont sur le haut plateau central mexicain, à pratiquement 600 ou 800 km de la côte. Tout arrive par Veracruz. Or, la côte est insalubre. Il y a des maladies abondantes. Il y a des régiments entiers qui vont disparaître par la suite de maladies. Et les Français n'ont qu'une hâte, c'est d'arriver dans les terres hautes où la santé est meilleure. Donc le problème, c'est de protéger les arrières, d'autant plus que les troupes mexicaines n'ont pas été battues, au sens propre du terme. C'est-à-dire que dans toute la région, il y a des guérillas qui pullulent, guérillas que beaucoup d'historiens français ont tendance à qualifier de bandes de bandits, de pillards, etc., et qui en fait sont souvent commandés par des officiers de l'armée régulière mexicaine qui sont
des vétérans solides, bien encadrés. Et après la défaite de Puebla, les Français licencient l'armée mexicaine et la plupart des soldats de l'armée mexicaine rejoignent les guérillas. C'est-à-dire que nous avons affaire à des troupes relativement solides, bien encadrées, disciplinées, qui pratiquent une guerre de guérilla. Donc, pour tenir ces lignes et permettre simplement au ravitaillement d'arriver et aux troupes d'arriver, il faut des corps spécialisés. Les corps français ne veulent pas résider dans les terres chaudes. Donc, Forêt puis Bazaine vont pratiquer une politique qui est tout à fait plus qu'intéressée, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place dans les terres chaudes des corps qui sont considérés comme sacrifiés. Alors, corps sacrifiés, vous avez la Légion étrangère, bien entendu. Bon, ce sont des étrangers, on peut s'en passer, entre guillemets. Vous avez les volontaires martiniquais, un bataillon de martiniquais qu'on suppose plus habitués au climat. C'est une erreur, mais bon. Vous avez un bataillon soudanais qui a été prêté par le Khedive au Caire, qui a recruté de force un certain nombre de Soudanais qu'il a expédiés et prêtés au gouvernement français, et qui vont faire des dégâts absolument surprenants au prix de pertes très faibles. Ils méritent largement beaucoup d'attention, dans la mesure où ils étaient officiellement venus pour 1 an. Ils sont restés les 4 ans de l'intervention. Ils ont eu des pertes extrêmement faibles, et quand ils rentrent au Soudan, d'abord ils rentrent via Marseille, Lyon, Paris, ils défilent sur les Champs-Élysées devant l'empereur, et ensuite ils rentrent au Caire, où, parlant anglais, égyptien, soudanais, français, ils sont immédiatement tous promus au grade supérieur. C'est-à-dire qu'ils sont un capitaine est promu colonel, un simple soldat est promu sergent. Et on les retrouve quelques années plus tard dans la bataille de Khartoum. Les principaux officiers égyptiens qui sont du côté de Gordon Pacha ou du côté des insurgés du Madi sont pratiquement tous issus de l'armée française et de l'expédition du Mexique. On a 2 historiens anglais, ils ont tous retrouvés et ont retrouvé tous leurs noms, il n'y a pas de problème. Bon, et on a aussi un corps qui s'est constitué à l'initiative d'un ingénieur suisse, Stöcklin. Stöcklin, je ne sais pas d'où il vient, je n'ai pas réussi à trouver, c'est un ingénieur qui travaille notamment sur la voie ferrée et qui crée une garde urbaine pour protéger les alentours de Veracruz. Alors, la garde urbaine de Stöcklin mériterait déjà à elle seule une étude complète, parce qu'il a vraiment raclé tous les bas-fonds possibles et imaginables. Il a récupéré visiblement des gens qui avaient participé à l'invasion du Nicaragua avec Walker. Il a récupéré des Canadiens français, des Acadiens. Il a récupéré... Bon, c'est vraiment... Ce sont les bas-fonds de Veracruz. Et il a une centaine d'hommes. Mais comme il est à peu près aussi désorganisé qu'eux, Stöcklin ne réussit rien. C'était une troupe totalement indisciplinée, mais notamment, il a récupéré les survivants d'un naufrage d'un bateau de négriers. Ils sont tous grecs, à commencer par le capitaine. Et ils servent dans la troupe de Stöcklin, ils sont d'une dizaine à peu près, on a tous leurs noms, qui sont des marchands d'esclaves. Hein, je veux dire, nous sommes vraiment... bon. Et Forêt récupère à ce moment-là, je passe sur les circonstances, du pain, qui est au Mexique, en disponibilité, et lui confie le commandement de cette unité, à charge pour lui de recruter des hommes pour porter le corps jusqu'à environ 500 hommes, par tous les moyens possibles et imaginables,
et lui confie la sécurité pratiquement de la ligne de communication qui va de la côte Veracruz jusqu'au début des terres tempérées au Orizaba. Dupin, c'est un aventurier complet, c'est quelqu'un de très intelligent, il est quand même passé à l'école polytechnique avant. À l'époque, c'était vraiment le top du top dans la hiérarchie militaire. Il est cartographe, il est très cultivé. C'est aussi un combattant qui a servi en Algérie, dans le pillage du palais d'été, qui a servi en Crimée. Bon, c'est quelqu'un qui se bat et qui a une personnalité intéressante dans la mesure où, par ailleurs, ça c'est pour l'anecdote, c'est aussi un Occitan militant qui est au contact de gens qui sont les fondateurs du Félibrige dans le Midi. Il y a Frédéric Mistral, par exemple. Bon, nous sommes Alphonse Daudet. On est dans ce milieu-là et il parle provençal, qui est la langue de son village. Donc, nous sommes face à quelqu'un qui est compliqué et qui a, disons, un sens de la dramatisation. C'est-à-dire que, avant de rejoindre les mercenaires de Stücklin, il se conçoit lui-même un uniforme où il mélange les tenues d'officiers français, mais au lieu d'être sanglé dans son uniforme, il a une gigantesque chemise à jabot blanc, un sombrero, les bottes fauves du cavalier mexicain, un pistolet à la ceinture, et il fait une entrée remarquée dans le campement. La description du campement par les officiers qui l'accompagnent, c'est Keratré qui dit que si on avait vu cette unité défiler dans Paris, on aurait pensé que c'était les truands de Notre-Dame qui ressortaient. Bon, nous sommes face à un groupe qui est totalement hétéroclite, de bas étage, et il leur fait un discours somptueux, disant qu'il allait remettre de l'ordre, qu'il s'occuperait d'eux, qu'il allait faire le nécessaire. Et il dit, et le premier qui désobéit, je l'abats. Il tire son pistolet, il y a un toucan qui passe et il abat le pistolet, le toucan en plein vol devant ses hommes. Déjà, le calme règne dans le campement. Il les a d'un seul coup mis dans sa main. Et il prépare son unité de façon systématique. C'est-à-dire que il trie tous ceux dont il ne veut pas, il finit par les éliminer. C'est le cas de Stücklin, dont il va se débarrasser. Le malheureux Stücklin sera tué dans le sud du Mexique quelques mois plus tard. Tous les éléments douteux, il les écarte. Les autres, il les entraîne, il les encadre, il les forme et il les discipline surtout. C'est-à-dire qu'il maintient une discipline de fer dans son groupe. Il recrute aussi, c'est-à-dire qu'un certain nombre de gens rejoignent l'unité. Ils se retrouvent, nettoyage fait, avec, disons, entre 150 et 200 hommes, des cavaliers et des fantassins. C'est là que la situation change très légèrement, d'abord, et c'est ça que j'ai voulu mettre en évidence dans ce livre, c'est que Dupin obtient que son corps soit complètement autonome. C'est-à-dire que administrativement, il ne dépend pas de l'armée française, il dépend directement du général en chef, Bazaine. Et au-dessus de Bazaine, il y a l'empereur. Point. Enfin l'empereur, Napoléon III, pas Maximilien. Maximilien, il le traite de pauvre crétin, venu s'enrichir au Mexique. Donc, il n'obéit qu'à Bazaine. Et il fait proclamer un certain nombre de règlements. L'armée essaye de maintenir, disons, un contrôle. Lui fait proclamer un règlement intérieur qui est en partie validé par Bazaine, c'est-à-dire qu'il a une autonomie totale dans ses mouvements, son recrutement
Sur le plan financier, il n'est pas censé obéir à quelque ordre que ce soit, même d'un supérieur de l'armée française. Il a son propre règlement de discipline. Il est totalement autonome, ce qui va lui permettre, au fil des années, de se doter d'une artillerie, d'un bateau et du choix de ses hommes. C'est-à-dire que c'est important, c'est dans la mesure où il les sélectionne pour leur qualité et leur intérêt. C'est une des rares unités françaises de l'époque qui a ses propres vétérinaires. Il y a des vétérinaires dans le corps. Il y a des médecins. 2 médecins dont on a le nom. Il a son trésorier payeur. Il a des coiffeurs. Il a des cuisiniers qui travaillent pour l'unité. Et il a tous les services à l'intérieur de son unité. Et ce qui est la caractéristique, c'est que ce sont tous des combattants. C'est-à-dire que le trésorier payeur, on a son nom, Aniel, il fait la paye, il fait les formalités financières, et puis quand les formalités financières sont finies, il prend son fusil et il va faire le coup de feu avec les autres. Le cuisinier, c'est aussi un combattant de premier rang. Nous sommes vraiment dans une unité qui est totalement homogène et qui est totalement autonome. Et Dupin va très vite se lancer, dès qu'il se sent prêt, en mettant au point des techniques de combat qui sont les mêmes que celles de ses adversaires. C'est-à-dire qu'en fait, il pratique ce qu'on peut qualifier réellement de contre-guérilla. Il ne part pas le matin du campement avec les hommes bien rangés, une expédition, etc. Il part de nuit, il prend des fantassins et des cavaliers, mais les fantassins et les cavaliers tournent, c'est-à-dire les cavaliers marchent de temps en temps, ce sont les fantassins qui sont à cheval pour aller plus vite. Il fait semblant de partir dans une expédition, dans la nuit il rentre, et il reprend une autre partie de ses hommes pour aller dans la direction inverse. Il est insaisissable et il fait la même chose que les gens qu'il a en face de lui. Ce qui lui permet, en l'espace de quelques mois, d'éliminer à peu près toutes les bandes qui sont aux alentours de la voie ferrée et des axes de communication. Il les prend par surprise, il les chasse, il crée une situation d'insécurité pour eux et il fait que les bandes se replient. À la même époque, c'est à peu près la même date, vous avez le combat de Cameroun où les Français sont allés au désastre directement en colonne tardeuse. Et Dupin participera d'ailleurs à la récupération des troupes de Cameroun, enfin des survivants de Cameroun, pour le compte de la Légion étrangère. Donc, progressivement, Dupin, et on a le livre de Kiratery, qui est l'un des lieutenants de Dupin, qui est rentré en France ensuite, Dupin va réussir à rétablir à peu près le calme, en liaison notamment avec les unités dont on a parlé, c'est-à-dire les Martiniquais, les Égyptiens, enfin les Soudanais. Il maintient d'excellentes relations et il bénéficie aussi, ce qui est un point important, de l'aide de plusieurs contre-guérillas mexicaines conservatrices, notamment 2 qui sont celles de Murcia et de Llorente, qui travaillent avec Dupin de façon continue. Alors, c'est un point qui est important à noter, c'est-à-dire que Dupin parvient à rendre cette unité homogène et extrêmement ouverte. On a compté, c'est une exagération, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, on a compté jusqu'à 38 nationalités différentes dans l'unité. 38. Bien entendu, dans les 38, vous avez des Bavarois,
vous avez des Saxons, l'unité de l'Allemagne n'est pas faite encore, hein, vous avez des Napolitains et des Piémontais, donc, bon, disons qu'on peut réduire le nombre de nationalités, mais vous avez des Allemands, vous avez un Malais, apparemment, d'après le nom, vous avez certains Égyptiens qui travaillent avec eux et des tirailleurs algériens. Vous avez, bien entendu, des Espagnols, les Mexicains. Plus tard, il va recruter des Canadiens français, dont le futur maire de Montréal, dont on parlait tout à l'heure, qui se portent volontaires. Mais il récupère aussi un certain nombre de confédérés, après la fin de la guerre de sécession, qui préfèrent ce qu'on appelle les Unreconstructed Rebels, c'est-à-dire les confédérés de l'armée sudiste, qui refusent de redevenir américains et qui passent au Mexique en masse. Et quand je dis en masse, une des colonnes, celle de Kirby, qui va être la plus importante, c'est 3000 hommes et femmes. Hein, c'est pas quelques réfugiés, et ce ne sont pas les seuls. Donc ils récupèrent aussi des soldats confédérés. Bon, quelle langue parlent-ils? Dans quelle langue sont donnés les ordres? Parce que ça fonctionne. C'est-à-dire que s'il y a des ordres, tout le monde les suit. Mais donc, est-ce que vous donnez l'ordre en espagnol? Qu'est-ce que comprennent les tirailleurs et les spahis algériens, par exemple? Donc, il y a des questions qui restent, et visiblement, Dupin a fait extrêmement attention à recruter et à regrouper ces hommes par ensemble. C'est-à-dire qu'il y a toujours, s'il y a des Algériens, on les regroupe dans une compagnie ou dans un escadron, où il y a des officiers qui parlent arabe. Il y a une organisation qui est extrêmement développée, très structurée et très solide. C'est un cas de figure aussi de cette autonomie que nous ne retrouvons évidemment pas dans l'armée française traditionnelle, qui, elle, a son personnel. Du coup, la contre-guérilla, parce qu'elle est victorieuse, parce qu'elle est efficace, parce qu'elle est riche, les gens sont bien payés, ils font un sale boulot, mais ils sont bien payés. Donc, ils attirent les volontaires. Et beaucoup de soldats français démobilisés et rentrant en France finissent par s'engager dans la contre-guérilla, parce que ça marche. C'est-à-dire qu'effectivement, au terme d'un an à peu près d'existence, la contre-guérilla n'a pas été une seule fois battue, et elle a à peu près 600 hommes. C'est avec ce parc de personnes que Villa développe ensuite d'autres aspects. Je vous ai parlé tout à l'heure du bateau, c'est une petite canonnière qui va lui servir à naviguer sur les fleuves. Pas de problème. On achète un bateau, et l'équipage, c'est les marins grecs. Ils sont là, ils sont disponibles. Il y a un autofonctionnement qui tourne parfaitement. Alors, bien entendu, l'armée française ne voit pas ce genre d'opération d'un très bon œil, parce que on se dit que Dupin et ses contre-guérillas font des atrocités, combattent de façon tout à fait irrégulière, les jalousies sont nombreuses, et on essaye de récupérer la contre-guérilla pour la faire passer et basculer dans le camp de l'armée, quitte à écarter Dupin. Bon. Étant donné que la situation s'est assainie au Veracruz, c'est ensuite un peu plus au nord que on va porter le corps pour participer à des opérations plus délicates. En gros, et pour simplifier, parce que ça nous amènerait très très loin, les Français tiennent le centre du Mexique, grâce à Dupin, ils tiennent le Veracruz, tout le sud du Mexique ne bouge pas beaucoup, sauf Oaxaca où Porfirio Diaz résiste bien, et en fait c'est le nord du Mexique qui est la zone d'opération ultérieure, tout simplement parce qu'il faut contrôler le nord du Mexique jusqu'à la frontière avec les États-Unis, et surtout
c'est la chasse à Juárez. C'est-à-dire qu'effectivement, les Français essayent de s'emparer du président légitime, qui en plus est parti avec le vice-président et toutes les archives nationales. Il est dans un carrosse, un carrosse, et il se balade avec les archives. Le pouvoir légitime mexicain est itinérant dans tout le nord du Mexique, protégé par des troupes mexicaines de ci, de là. Donc, l'armée française envoie 2 colonnes vers le nord-est et le nord-ouest, qui ont pour mission de contrôler les territoires et surtout d'obliger Juárez à passer aux États-Unis, à passer la frontière. S'il passe la frontière, il perd sa légitimité. Donc, on chasse le président et les colonnes montent. Mais les colonnes françaises qui montent vers la frontière ne tiennent pratiquement pas l'arrière-pays. Donc, on confie à la contre-guérilla le soin de contrôler l'arrière-pays un peu plus au nord, dans la région de Tampico, le port de Tampico et la région qu'on appelle le Tamaulipas, qui s'étend en gros jusqu'à la frontière des États-Unis. Et Dupin embarque tout son monde, débarque à Tampico, et là, les choses vont se dérouler différemment, parce qu'il ne tient plus une ligne ferroviaire ou une ligne de transmission, c'est tout un arrière-pays qu'il faut contrôler, c'est-à-dire l'équivalent à peu près de la moitié de la France, si vous voulez. Pour donner une idée, le territoire à couvrir, c'est à peu près la moitié de la France. Et les adversaires, c'est pas du tout les mêmes. Ce sont des gens qui sont extrêmement solides et préparés. Alors, vous avez bien entendu d'anciens généraux de l'armée mexicaine, comme Trevino. Vous avez d'anciens insurgés texans, vétérans de l'indépendance du Texas, qui sont eux-mêmes mexicains, comme Carvajal. Carvajal est un Mexicain qui parle anglais parfaitement parce qu'il est texan. Mais il se sent mexicain. Donc, il est bilingue et il a au Texas des centaines de partisans. Vous avez Mariano Escobedo, qui est un général de l'armée mexicaine. On plaisante beaucoup en France sur les généraux de l'armée mexicaine. Mariano Escobedo est général. Quand il passe dans le nord du Mexique via les États-Unis et qu'il rentre au Mexique, il se dégrade lui-même au rang de capitaine parce qu'il n'a pas assez d'hommes. Vous connaissez beaucoup d'officiers français qui ont fait cette évolution? Moi non. Ces 2 colonels passent eux au grade de lieutenant en même temps. Vous avez aussi des gens qui se lèvent, et un qui est particulièrement remarquable, qui est Mendez, qui est un ranchero, un fermier mexicain, qui est patriote, qui s'est déjà battu, et qui lève des troupes privées. Quand il gagne, il rentre chez lui. Pas de carrière politique, pas d'ambition. C'est-à-dire qu'il a en face de lui, je précise que 2 d'entre eux ont fait des études supérieures et parlent latin. Hein, c'est pas les bandits qu'on présente en général dans les livres en France. Donc là, Dupin trouve des adversaires à sa mesure, c'est-à-dire vraiment des gens qui sont extrêmement combatifs, qui recrutent abondamment, qui ont des troupes solides et qui commencent à avoir aussi un armement plus sophistiqué qui passe par la frontière des États-Unis. Et les opérations commencent par de solides victoires de Dupin, qui a le vent en poupe, si j'ose dire, à l'époque, c'est-à-dire qu'il remporte notamment une bataille qui est un modèle du genre, à San Antonio, dans une hacienda. Il y a à peu près 1200 soldats mexicains, soldats de l'armée régulière, mexicains qui sont retranchés dans le village, et Dupin arrive par surprise, les renforts qu'il attendait n'arrivent pas, il a 285 hommes. Et il charge. Et il gagne. Ce qui lui vaut une réputation, bien entendu, au Tamaulipas assez bonne, d'adversaire valable. Et à partir de ses premiers succès, il sécurise la région de Tampico comme il l'a fait autour de Veracruz, il monte des opérations de plus en plus importantes,
Mais les conflits sont infiniment plus durs, c'est-à-dire que la contre-guérilla perd régulièrement des hommes. Des deux côtés, la guerre est absolument atroce. C'est-à-dire que tout contre-guérillot pris est pendu automatiquement. Les Mendez inaugurent une technique que je ne connaissais pas, les tombes piégées. C'est-à-dire qu'on met une tombe, on enterre éventuellement quelqu'un dedans ou peut-être pas, et on piège, et quand on arrache la croix, il y a une bombe qui explose. Dupin perd pas mal d'hommes de cette manière-là. De l'autre côté, les représailles sont tout aussi féroces. C'est-à-dire qu'effectivement, le conflit devient de plus en plus dur, ce qui fait que, pour l'anecdote, on va y revenir dans un instant, Maximilien commence à avoir des rumeurs de gens du Tamaulipas disant « débarrassez-nous de ce type-là ». Bon. Et, à peu près au même moment, Maximilien exige le renvoi de Dupin en France et proclame l'arrêté avec l'illusion que les Français ont réussi à chasser Juarez, proclame son décret d'octobre disant que tout insurgé, donc désormais insurgé contre le gouvernement légal, sera fusillé, séance tenante. C'est en application de ce décret que Maximilien sera fusillé par Juarez. C'est l'application de son propre décret. Et c'est un insurgé pris les armes à la main. Donc, c'est ironie de l'histoire. Mais Dupin est donc exilé, rentre en France, et simplement au passage, ce qui est beau, une belle preuve de son autonomie, il va voir Napoléon III, et Napoléon III va le renvoyer au Mexique quelques mois plus tard pour reprendre sa contre-guerre. Donc il est vraiment dans les très hautes sphères. Et l'armée française profite du départ de Dupin pour essayer de remettre de l'ordre, c'est-à-dire qu'on nomme un bon officier, charmant, mais bon, sans intérêt, c'est le fils du maréchal Ney, qui est un exécutant, et Ney transforme la contre-guérilla de unité d'opération en une espèce d'avant-garde des troupes françaises qui va se contenter d'ouvrir la voie dans les expéditions. Ce qui fait que la contre-guérilla, d'une part, perd tout son allant, tout son dynamisme et son efficacité. Il commence à avoir des pertes et on commence à avoir une armée, une unité qui se délite. Le summum est atteint au moment où Mendez, qui est un génie, méconnu, parce qu'une biographie serait indispensable, manœuvre royalement la contre-guérilla de Ney et de son successeur, fait des petites expéditions, des coups de main dispersés, et réussit à renvoyer les troupes de la contre-guérilla dans toutes les directions. Pendant ce temps-là, il regroupe, lui, pratiquement toutes ses forces, et il attaque un convoi marchand qui est parti de Tampico, et il l'anéantit jusqu'au bout, jusqu'au dernier. Les éclaireurs, les marchands, tout y passe. C'est une défaite sanglante pour l'armée française et pour le commerce mexicain. Donc, Ney et son successeur sont assez vite mis sur la touche. Dupin rentre et reprend les opérations. Il reprend totalement son unité en main et il recommence à se battre. Mais là, la guerre de sécession est finie. Donc, le général Custer affirme qu'avec 10 000 cavaliers de l'armée des États-Unis, il chassera les Français du Mexique. Lew Wallace, l'auteur de Ben-Hur, prend parti pour les Mexicains et commence à faire passer des armes. On a un certain nombre de gens qui interviennent dans la guerre du Mexique. Et surtout, les Français se replient lentement.
on n'est pas loin de laisser tomber Maximilien. C'est à peu près l'époque où on commence à envisager l'évacuation du Mexique. Les restes de la contre-guérilla, qui sont encore 5 ou 600, sont rapatriés du Tamaulipas vers Veracruz, à charge pour eux de sécuriser la route d'évacuation des troupes françaises. Pour l'anecdote, quand même aussi, une unité de la contre-guérilla est assiégée dans la ville de Tampico, dans le port. Ils tiennent quelques jours, ils n'ont ni vivres ni munitions. Ils finissent par capituler et, contrairement à beaucoup de légendes, les Mexicains les laissent partir drapeau en tête avec leurs fusils, leur rendent 2 prisonniers qu'ils ont faits et les ramènent à Veracruz avec les honneurs de la guerre. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, les Mexicains ne sont pas, ce sont des combattants. Il y a une certaine estime de la part des officiers mexicains pour les gens de la contre-guérilla, qui ne sont pas les atroces tueurs qu'on présente en général. Donc, Dupin réussit à sécuriser la route, mais là, le cœur n'y est plus, parce qu'effectivement, ils se battent sur les mêmes endroits où ils avaient commencé. Les Français évacuent. Dupin finit par laisser la place à Galifet, le général de Galifet, celui de la commune de Paris, qui mène les derniers combats et l'armée française se rembarque, laissant Maximilien à son triste sort, bien entendu. Bon, alors pour terminer assez rapidement cette brève présentation, d'abord, les gens de Dupin ne sont pas tous partis. C'est les mêmes qu'au début. On retrouve les Grecs, on retrouve certains sous-officiers. Il y en a un qui s'appelle Sudry, qui a laissé ses mémoires à Pau, à la bibliothèque de Pau. Et Sudry reste pour rassembler les débris à Veracruz. C'est-à-dire qu'effectivement, il récupère de ci, de là, des Mexicains, des contre-guérillos mexicains qui n'ont pas envie de rester au Mexique, des soldats perdus, bref, il récupère quand même 150 hommes à peu près, et il capitule 8 jours après l'exécution de Maximilien. C'est-à-dire qu'effectivement, il se rembarque avec ceux qui restent, 150 hommes à peu près. Il semblerait, une légende tenace l'affirme, qu'un certain nombre de Mexicains soient rentrés en France avec Sudry et se soient engagés dans la Légion étrangère, où ils se seraient battus pendant la guerre de 70. Ce qui est plus étonnant encore, c'est les gendarmes. Les gendarmes, tout le monde sait ce que c'est qu'un gendarme, un homme d'ordre par définition. La discipline, c'est vraiment le symbole de l'ordre. Il y a 700 gendarmes qui ont été laissés au Mexique pour maintenir l'ordre pendant la retraite. On en a oublié 700. Il y en a 250 à Puebla, 250 à Orizaba et 200 à peu près à Mexico. Ces gendarmes, ce sont des soldats français, ils sont français, point. Et on leur donne l'ordre de se replier sur Mexico, de se regrouper à Mexico. Donc, se crée un corps, sous la direction d'un officier qui s'appelle le commandant Chenet, commandant de gendarmerie, qui hérite un peu tout. C'est-à-dire qu'il hérite d'Autrichiens, il hérite de Belges, il hérite de ses gendarmes, et puis d'un certain nombre de Français démobilisés, perdus, oubliés. Il y a 300 zouaves à Puebla qui ont été oubliés. On oublie un détail. Bon, il y a des toutes petites garnisons isolées, 3 soldats dans un village, etc., qui refluent tous sur Mexico, et ils se retrouvent donc avec des gendarmes, des cavaliers, des fantassins, des artilleurs. Il n'a pas de bateau. Et il transforme ces gendarmes en contre-guérilla française à Mexico. Il finira par avoir 800 hommes. 800 hommes, et il se bat exactement de la même manière que Dupin.
De la même manière, il résiste au-delà de l'exécution de Maximilien. Il parvient à maintenir l'ordre et Porfirio Diaz lui propose un engagement dans l'armée mexicaine avec tous ses hommes où il constituerait une légion étrangère française dans l'armée mexicaine. Chenet refuse et ramène les débris de son unité petit à petit. Sur les 800 qu'il a réussi à regrouper à Mexico, il y en a à peu près 100, 120 qui se rembarquent et qui rentrent en France. Chose curieuse, vous pouvez chercher aux archives de Vincennes le dossier Chenet, le dossier Tyndall, un autre gendarme, etc. Leurs dossiers ont disparu de Vincennes. Ils ont été radiés de l'armée, ils sont considérés comme déserteurs, parce qu'ils sont restés au Mexique. Bon, c'est curieux comme comportement, mais enfin bon, toujours est-il donc que les Français se replient lentement, pas tous, beaucoup s'installent au Mexique et restent au Mexique, font souche, et les autres rentrent, mais les Français ont donc résisté 8 jours de plus à Mexico et à Veracruz après l'exécution de Maximilien. L'histoire valait la peine, je pense, d'être racontée, parce que effectivement, nous sommes face à une unité totalement inédite au XIXe siècle, même si maintenant on en connaît des unités similaires, pratiquant des méthodes de combat tout à fait originales, ayant subi, bien entendu, son quota de défaites, c'est bien évident, mais aussi s'étant démontré l'une des unités les plus solides, les plus combatives et les plus couronnées de succès de toute l'armée française. Ils ont été accusés d'atrocité. C'est vrai. Ils n'ont pas fait dans la dentelle. C'est quand même le général Castelli de l'armée française qui a livré la ville de Los Venados à la vengeance de ses troupes, parce qu'on lui avait tiré dessus depuis la ville. La ville a été intégralement rasée, pillée, les hommes pendus et les femmes violées. Ce que n'a jamais fait l'unité de Dupin. Alors, pourquoi Dupin est-il accusé d'atrocité? Pourquoi reste-t-il en France, dans les mémoires? Vous prenez le dictionnaire de Tullard du Second Empire, Gallifet n'apparaît pas. Né n'apparaît pas. Dans le dictionnaire du Second Empire, c'est gros. L'expédition française, c'est 2 pages. Dupin, c'est 2 pages. C'est curieux. C'est ça qui m'a intéressé, outre le fait que la région est une très belle région, très intéressante aussi sur le plan géographique. Voilà à peu près, si vous voulez, ce que je voulais vous dire. Bien entendu, je suis à votre disposition pour des questions. Je n'ai fait qu'aborder certains aspects, parce qu'il y a des tonnes de choses à faire, et je voulais tout à l'heure parler de ce bataillon égyptien ou soudanais, mais les volontaires martiniquais mériteraient aussi une étude, et il y a quelques études aux États-Unis sur les confédérés qui sont passés au Mexique, mais là aussi le sujet est sensible. Les confédérés qui ont refusé de redevenir américains, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup installés au Belize, beaucoup installés au Brésil, en Amérique centrale. Et quand j'ai commencé ma carrière, il y avait encore des descendants de confédérés au Honduras qui ne parlaient pas espagnol, mais qui étaient des descendants de confédérés. Donc, j'espère que ça a répondu un petit peu à votre... Un petit peu.